abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, est-ce que vous avez vu le nouveau générique? C'est incroyable, on a un générique actualisé pour Abonnez-vous matin. Comment allez-vous? On est toujours en direct des locaux de Mediapart pour ce numéro de Abonnez-vous matin. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux dans le chat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est donc en direct des locaux de Mediapart. Abonnez-vous, c'est l'émission Twitch du journal. Vous nous retrouvez le lundi à 18h. C'est avec Anna qui présente les coulisses de la rédaction et moi-même le vendredi matin de 10h à midi avec un ou une invitée de la presse ou de l'influence en ligne globalement. Et suivi d'une revue de presse, évidemment, ce sera à 11h. Je rappelle bien sûr les règles. Tout comportement jugé suspect ou trollesque dans le chat sera banni sans autre forme de procès. Et sinon, c'est à peu près tout. La chaîne n'est pas monétisée, donc il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de sub, il n'y a pas de cheers, ni tout ce qui existe sur Twitch. La solution, bien sûr, c'est abonnez-vous à Mediapart si vous voulez nous soutenir. Alors, le bot qui supprime maintenant le message « Bonjour Ostéléa ». Voilà, le bot qui est un petit peu aléatoire pour les suppressions de messages. on serait bien d'un mal de penser ce qu'il y avait de mauvais dans ce message. Très bizarre. Bon, super Félix, je comprends mieux pourquoi ton message a été supprimé. Voilà. En tout cas, ce matin, je reçois Léa Boris. Salut. Bonjour. Léa, je te reçois pour parler de ton podcast littéraire. En plus, on avait préparé... voilà, le podcast était là, c'est incroyable, tout est préparé. Ton podcast littéraire qui s'appelle Torchon et qui est donc un club de lecture que tu as créé avec des amis à toi. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que ça a été... Ouais, presque 2 ans et demi. Bientôt 2 ans et demi, donc ça commence à faire, ça commence en plus un peu à fonctionner. J'ai vu que tu avais déjà un épisode en public. Ouais. Ça commence à être un peu repris. Tu es invité ici, incroyable. signe de célébrité d'ailleurs, n'oubliez pas. Le podcast s'appelle Torchon, qui est donc un podcast littéraire où vous discutez, qui a pour particularité de discuter des sorties qui font un peu l'actualité. Essentiellement, il y a d'autres choses, on y reviendra, ouais. Mais parler des livres qui font un peu l'actu, que les gens ne lisent pas forcément, mais dont ils parlent beaucoup. Comment est née l'idée de ce podcast ? Comment est née l'idée de ce podcast? Tout est grâce au Prince Harry que j'avais lu pendant mes vacances, Spare, enfin le suppléant ou le remplaçant de Prince Harry. J'avais lu avec des cousines et je m'étais dit que c'était vraiment trop drôle comme idée. Et je voulais continuer. Et c'était à l'époque où Bruno Le Maire venait de sortir Fugue américaine. On s'en souvient, voilà. d'un passage en particulier. Exactement. Et donc, on s'est dit avec des copines qu'on pourrait lancer ce podcast-là à plusieurs. Et donc, la première qui a bien voulu faire cet épisode, c'était Sarah, qui est une amie à moi. Et puis ensuite, c'est Juliette qui a continué. Et puis voilà, maintenant, on est un peu une petite dizaine, je dirais. Mais l'idée, c'était vraiment qu'il y a des livres dont tout le monde parle, mais que personne ne lit. Ou alors, il y a des livres que tout le monde lit et dont personne ne parle. C'est-à-dire que il y a d'un côté, je sais pas, les 4 accords Toltec, qui sont vendus mais en millions d'exemplaires, mais en fait, il n'y a pas tellement de critiques littéraires sur le sujet. Et à l'inverse, il y a des livres comme, je sais pas, Bruno Le Maire, Fugue américaine, dont tout le monde a parlé. Là, c'était plutôt sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'était un peu d'aller voir, ce qu'il en est vraiment, parce qu'il y avait juste quelques extraits, quoi. Alors oui, on parle de Bruno Le Maire, t'as aussi fait Sarkozy, mais c'est pas ton thème de prédilection. Tu me disais, les livres politiques, c'est plus quand les politiques font de la fiction, ça peut vous intéresser, mais c'est pas vraiment les livres de politique qui sortent régulièrement où il y a ma vie, mon œuvre, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais en poste, quoi. En fait, je lis des livres de politique uniquement quand ils font de la fiction érotique, donc donc ça te laisse Marlène Schiappa et Bruno Le Maire. C'est ça. On a quand même fait un épisode sur Sarkozy, mais c'était un peu au tout début, et l'idée c'est que comme il était plus en exercice et que voilà, il était un peu à la retraite, je pensais que c'était un thème assez intéressant pour une fois de parler de mémoire parce que vraiment je me suis posé la question, mais qui lit les mémoires de politique? Mais après l'idée c'est que j'ai envie de garder quelque chose d'assez divertissant et d'un peu fun pour mes amis, et j'ai pas envie de les mettre face à des discussions, des débats qui seraient pas très divertissants, et donc l'idée c'est quand même de garder un ton assez léger, et donc rapidement ça évacue énormément de livres de politique, parce que là le ton est un peu différent, quoi. Oui, c'est vrai que le ton est assez léger dans le podcast, mais vous abordez quand même pas mal de sujets importants malgré tout, parce qu'on a un peu cette idée de c'est de la littérature populaire, ou c'est des trucs un peu qui se vendent bien, mais qui sont un peu méprisés. On pense notamment à La femme de ménage, on pense à Marc Lévy, Guillaume Musso, ce genre de personnes-là, qui sont souvent regardées un peu de haut par des gens qui ne les lisent pas. Et là, c'est un peu l'idée de remettre ça aussi sur le devant de la scène et d'expliquer un peu ce que c'est cette littérature-là, sans forcément dire que c'est forcément bien, mais au moins d'en parler, quoi. Ouais, autant je suis très fière du nom du podcast parce que ça rentre dans la tête des gens et tout le monde dit « Ah oui, torchon », mais assez rapidement, les gens pensent qu'on va dire que les livres sont des torchons, alors qu'on va plutôt dire « Si les livres sont des torchons », on va un peu
prendre au sérieux cette littérature, peser le pour et le contre et essayer de voir aussi si nous, ça nous a pas plu, pourquoi ça a plu à tant d'autres personnes. Je prends le cas de Virginie Grimaldi, Plus grand que le ciel. Moi, à titre personnel, ça m'a pas vraiment plu. Mais il se trouve que il y a énormément de monde qui l'ont lu et qui adore. Vous regardez dans Babelio, il y a énormément de commentaires, mais vraiment dithyrambiques. Et donc l'idée, c'est ok, bon, moi ça m'a pas tellement plu, mais sérieusement, pourquoi ça a plu à d'autres et avoir une discussion sérieuse sur le sujet. Donc on reste quand même très léger, ça reste de la littérature légère, mais on essaye vraiment de prendre au sérieux le goût des autres, quoi, en fait. Et comment vous procédez alors pour le podcast? Alors il y en a un qui est un peu particulier, c'est les 4 accords Toltec, qui est un peu différent, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais pour un épisode classique du podcast, ça fonctionne comment vous répartissez les rôles? Il y a une trame, comment vous fonctionnez? En fait, je propose à des amis des livres, ou alors à l'inverse, c'est eux qui me proposent des livres et on en discute. L'idée, c'est qu'il y a quand même un peu 2-3 critères maintenant que j'ai mis en place, parce que maintenant que le podcast marche plutôt bien, il faut quand même rester dans la ligne éditoriale, alors qu'avant, on faisait un peu n'importe quoi, pour être honnête. Et donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on en discute. Moi, j'essaye de voir si soit le livre est vraiment repris par, je sais pas, les médias ou par les réseaux sociaux, ou alors s'il arrive dans les classements type Edistat, qui est l'un des classements de vente de livres. Donc, je fais soit l'un, soit l'autre. Et après, il faut se rendre compte que comme c'est quand même un podcast à nouveau très amical, si personne n'a envie de le lire, je fais pas l'épisode. Donc, il y a certains livres, j'aurais aimé les faire, mais juste, personne s'est motivé et c'est totalement OK. L'idée, c'est que aussi, il faut que les gens soient un minimum motivés pour prendre au sérieux les œuvres, quoi. Donc, c'est pour ça que ça marche. Donc, en gros, on regarde un peu les actualités. Moi, je fais ma petite veille. Mes amis font de la veille. Et il y a des gens qui sont plus ou moins motivés pour tel style. Et voilà, c'est un peu en collégialité, je dirais. Et puis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un livre peut être dans l'actualité. C'est pas forcément une sortie récente. Ça peut être quelque chose qui revient souvent. Par exemple, je pense aux 4 accords Toltec, qui est un livre de développement personnel. On peut peut-être commencer par parler de ça, d'ailleurs, parce que moi, j'ai écouté l'épisode. C'est un sujet qui m'intéresse, d'ailleurs, la question du développement personnel et comment c'est reçu par les gens. Donc là, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on disait justement ton podcast, c'est plutôt un groupe d'amis, quelque chose d'assez informel, en tout cas au début. Là, c'était un épisode qui était en public avec des personnes qui maîtrisaient ce sujet-là en particulier. Donc ça a été aussi un épisode où vous avez pu aller assez loin dans ce que c'est le développement personnel, avec aller au-delà du livre en lui-même. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à parler de ce livre en particulier? Déjà dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Je pense que c'est un truc qui est assez connu. J'ai vu que vous avez demandé au public. Ouais, ça applaudissait pas mal, ouais. Mais pas forcément l'avoir lu, mais en tout cas connaître de nom que ce truc existe. Alors l'histoire, c'est que d'abord a commencé avec l'idée qu'il fallait faire un podcast en public. En fait, depuis quelques temps, Binge Audio est mon partenaire pour tout ce qui est sponsorisation et diffusion du podcast. Et donc ils m'ont proposé de faire un épisode pour les 10 ans de Binge Audio. Et je leur ai dit que comme on est quand même tous très amateurs, j'avais besoin d'être accompagnée, disons, de professionnels, donc de journalistes, pour faire un épisode. Et ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais faire un épisode sur les 4 accords Toltec, parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui dit quelque chose de la société, pour être très rapide. Et donc Thomas Rozek de Programme B a bien voulu participer à l'épisode. Et ensuite, Elodie Emery s'est greffée à nous, parce qu'elle est spécialisée alors elle est spécialisée très précisément sur le bouddhisme tibétain, mais plus généralement sur le fait que les Occidentaux, l'Occident, vont aller être à la recherche de spiritualité, disons, orientale, ou alors, disons, exotique, j'ai pas d'autres mots. Non occidentale, en fait. Voilà, non occidentale. Donc ici, c'est Toltec. Et donc, on a pu avoir une discussion vraiment bien maîtrisée par 2 journalistes. Et ça, c'était assez chouette. Parce que sinon, voilà. Mais a priori, je trouve que ce qui était intéressant, c'est que autant Elodie avait énormément de connaissances, autant Thomas Rozek faisait un peu preuve il découvrait le sujet. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment l'un des plaisirs de Torchon, c'est aussi que parfois, on va se confronter à quelque chose qu'on connaît pas bien à titre personnel, et donc ça va nous permettre de découvrir quelque chose, quoi. Il y a des gens qui connaissent, qui disent que c'est une plaie, le développement personnel. Je connais, j'ai lu, j'ai pratiqué. Est-ce que tu peux un peu rapidement expliquer ce que c'est, que contient ce livre, qui, comme vous le dites dans le podcast, pourrait être un email? Oui, c'est vrai. Mais en fait, beaucoup de livres de développement personnel, c'est vraiment, peuvent se réduire à vraiment un email, un article de blog, mais il faut broder autour, il faut convaincre le lecteur de suivre un peu les commandements que le développement personnel vous donne.
Le développement personnel, on pourrait le définir comme toute littérature, même fictionnelle parfois, mais en tout cas souvent non fictionnelle, qui vous dit comment vivre votre vie. Je dirais qu'il y a un côté un peu moraliste, l'idée que bon voilà, on va vous dire comment mieux vivre votre vie. Et en fait, moi j'ai un peu dans ma tête qu'il y a plein de développements personnels très très différents les uns des autres, mais d'un côté il y a un développement personnel de type très scientiste, très on va se baser sur la science, même une sorte de science fantasmée pour mieux vivre sa vie. Et de l'autre côté, il y a un développement personnel un peu spiritualiste, les 4 accords Toltec, où on va écouter un chaman, ça c'est quasiment religieux comme en tout cas spirituel. Et de l'autre côté, il y a 2 types de développement personnel, donc soit scientiste, soit chamaniste. Et de l'autre côté, il y a un développement personnel qui va dire ouais, motivez-vous, changez votre vie, vraiment changez votre ethos, levez-vous le matin. Et de l'autre côté, il y a donc vraiment un développement personnel de motivation. Et de l'autre côté, il y a la résignation comme développement personnel. Là, c'est plus les 4 accords Toltec dans une certaine mesure. C'est l'idée qu'il faut se résigner au fait que le monde va mal et que il faut tout prendre avec sagesse et il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il y a un peu 2 pôles dans cette littérature-là. Et à chaque fois, le ressort principal, c'est que ça va être l'individu qui va changer de point de vue sur le monde et c'est pas le monde qui va changer en gros. Oui, puis même c'est très très individualiste, même au-delà de ça, il y a jamais une solution basée sur la communauté en fait, que ce soit au sens strict ou au sens large, sur la famille, sur l'entourage, c'est toujours très vraiment l'individu très strict quoi. C'est vrai. Après, on peut se dire aussi que il y a quand même un processus d'achat de ce type de lecture, c'est-à-dire que quand vous allez en librairie pour acheter un livre, l'idée étant que vous allez le lire seul, il y a cette idée que bon, vous allez essayer de trouver des solutions justement en dehors de, par exemple, discuter avec des amis, discuter avec des professionnels de santé aussi. L'idée étant que toutes ces solutions-là n'ont pas marché ou alors ne sont pas compatibles avec votre problème et donc en fait le livre permet ce côté un peu solitaire qui plaît bien à certaines personnes. Après c'est vrai que un truc qui est très qu'on n'a pas dit pendant l'épisode mais qui moi m'avait marqué, c'est que j'ai vu des TikTok de personnes qui disaient que c'était un livre qu'ils offraient à leurs collaborateurs, donc à leurs employés. Et ça c'est quand même assez étonnant, je trouve. Oui. Mais ce que vous dites dans l'épisode aussi, c'est que c'est un peu un livre où on dit tiens cette personne qui m'énerve au quotidien, je vais lui offrir ce livre. Ouais. En me disant essaie d'être plus sympa s'il te plaît quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a l'un des accords Toltec, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Moi, c'est quelque chose que par exemple mes parents auraient pu me dire quand j'étais adolescente et que j'étais ultra complexée. Mais quand on n'écoute pas ses parents, qu'est-ce que font les parents ? Ils vous donnent le livre en disant bon allez hop, tu vas lire ce livre à la place. Donc c'est aussi une manière détournée de donner un conseil à un ami ou à un parent ou à quelqu'un dans notre famille. Mais bon, c'est aussi un peu lâche d'une certaine mesure. Oui, puis ce que vous disiez aussi, donc déjà c'est que le livre, on l'a dit, ça aurait pu être très très résumé parce qu'en fait 4 accords Toltec, c'est juste 4 conseils un peu basiques qui sont pas mauvais en soi, mais c'est que tout ça est habillé avec une espèce de truc un peu compliqué, une spiritualité un peu mélangée. On allait prendre une des caractéristiques aussi du développement personnel, on allait prendre des bouts de spiritualité un peu à droite à gauche et on les a un peu rassemblés. Tout ça en prenant des références à Forrest Gump et à des références culturelles un petit peu étranges dans le contexte. Donc c'est un peu c'est du brodage en fait, c'est ça. C'est ça. En fait, après, la spiritualité contemporaine, ce qu'on appelle aussi le New Age, ou je sais pas, tous ces nouveaux trucs, la loi de l'attraction, ce genre de choses, est basé sur une sorte de repackaging de plein de sagesses différentes, mais on va prendre la sagesse mongole avec les chamans, la sagesse aztèque ou toltèque, on va prendre plein de bouts un peu partout. Ce qui est très frappant, c'est que l'une des uniques références du livre des 4 accords Toltec, c'est quand même l'évangile selon Saint Jean, donc en fait c'est une référence chrétienne. Et ça aussi, c'est assez intéressant comment il y a aussi dans le New Age et la spiritualité contemporaine quelque chose de très occidental malgré tout et quelque chose d'assez chrétien. Et donc c'est un peu genre on a chassé le christianisme et il revient par la fenêtre quoi en fait en gros. Et ça c'est un truc qui est un peu agaçant je trouve parce que on a cette impression que les gens font leurs courses, en tout cas que Don Miguel Ruiz a un peu fait ses courses et que il se prétend être descendant d'une grande lignée chamanique, mais quand on creuse un peu et quand on lit réellement ses références, il fait référence à l'hindouisme, il fait référence à l'évangile selon Saint Jean. Donc en fait soi-disant c'est un livre écrit par un chaman et sûrement c'est comme ça qu'il se définit, mais en fait ces références sont en fait très 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 peu méso-américaines.
Oui, d'ailleurs, il y a Yursokul qui demande dans le chat, c'est un peuple, le Toltec, c'est pas un peuple, t'as les Aztèques. C'est un peuple antérieur aux Aztèques. C'est ça. En fait, c'est un peuple qui était déjà, comment dire, oublié au moment des Aztèques. C'était un peu le peuple mythologique des Aztèques. Ils ont réellement existé, mais sûrement pas dans la forme où les Aztèques les comprenaient. Et c'était censé être les ancêtres vraiment très très intelligents, vraiment beaucoup mieux que nous. Et il faut vraiment aller vers la vie des Toltecs pour les Aztèques. Cela étant dit, les Aztèques sont connus malheureusement aujourd'hui pour une chose en particulier, c'est les sacrifices humains à grande échelle. Donc je suis pas sûre qu'on doit écouter les Toltecs si les personnes qui adoraient les Toltecs, c'est-à-dire les Aztèques, trouvaient que c'était des gens trop bien et derrière faisaient plein de sacrifices humains, quoi. Il y a aussi une question de représentation, donc c'est-à-dire que les clichés qu'on va voir sur tel ou tel peuple vont jouer dans la façon dont on va le représenter dans le développement personnel. Ouais, le développement personnel aime beaucoup utiliser toutes les les philosophies non occidentale, comme un peu le côté gentil sauvage, bon sauvage, un peu à l'ancienne. Et le fait est que c'est ce que dit Elodie Emery dans l'épisode, et elle s'est plutôt intéressée au bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain n'a rien à envier à l'Église catholique en termes de scandales, en termes de déviance, en termes de plein de trucs vraiment très très mauvais. Mais comme c'est pas occidental, comme c'est pas c'est pas de chez nous, et on se dit mais non, mais en fait eux ils ont mieux compris que nous, quoi. Et puis ce qui est bien aussi avec l'exemple des Toltecs, c'est qu'ils n'ont pas de, y a pas de culture écrite, je crois. Non, il y a quasiment source. Pas de traces. Donc on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est vraiment très pratique, ouais. Et ce qui m'a intéressé aussi dans l'épisode, on voit que c'est cité parce que Yursokul, tu parlais d'un livre sur le rangement, c'était peut-être La magie du rangement de Marie Kondo. Ouais. Parce que vous parlez de plusieurs types de développement personnel, de certains qui sont assez inoffensifs. Parfois avec des promesses un peu excessives, comme Marie Kondo qui dit qu'on va changer votre vie, on vous apprend à ranger, mais d'autres qui sont plutôt dangereux aussi, parce qu'il y a des livres de développement personnel qui prennent le parti, surtout sur des questions de santé notamment, où ça peut être des livres extrêmement dangereux pour les personnes qui les lisent. Moi, c'est vraiment ma marotte, parce que c'est vraiment un sujet qui m'inquiète énormément à titre personnel. Et d'ailleurs, j'en profite du live pour faire un petit warning. Si vous, dans un livre de développement personnel ou même autre, on vous donne des conseils sur comment se soigner, comment votre maladie est arrivée, tout ça, vraiment faites attention aux sources et faites attention à qui l'écrit, parce que vraiment, c'est un red flag du développement personnel. C'est dingue que ça m'arrive aussi souvent dans le cadre de Torchon ou ailleurs, où on lit un livre de développement personnel et tout de suite on vous donne des conseils pour des maladies très graves, type maladie chronique ou cancer. Donc voilà, j'en profite pour faire mon petit laïus habituel, qui est que ces livres se proposent d'être non pas juste une manière de un peu mieux vivre sa vie ou de peut-être un peu moins subir le quotidien, mais parfois ils vous conseillent des choses extrêmes, notamment sur comment gérer votre santé ou aussi donner des explications sur comment vos pathologies sont arrivées, notamment des raisons psychologiques, vous n'avez pas pensé comme il fallait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très inquiétant et dangereux, quoi. Évidemment, c'est pas tous les livres de développement personnel, mais en tout cas, ceux-là, moi, m'inquiètent à titre personnel. Mais souvent, même des livres qui paraissent plus inoffensifs, même celui-ci. Celui-ci parle du fait que si vous avez un cancer, c'est que quelqu'un a dit du mal de vous. Enfin, c'est quand même un peu vénère, quoi. Pardon. Mais ça peut être une porte d'entrée, en fait, aussi, parce que vous parlez de la maison d'édition des 4 accords Toltec, et je crois qu'il y a dans la collection de cette maison d'édition qui est éditée en Suisse, ce qui n'est pas un hasard aussi, parce que Suisse, c'est un peu une plateforme pour tout ce qui est sciences alternatives, développement personnel, tout ça, où les lois sont moins strictes sur des dérives sectaires, notamment. L'éditeur a aussi des livres anti-vax, notamment, je crois. C'est ça, il y a de tout. Il y a à boire et à manger, il y a des trucs ultra inoffensifs, il y a de l'ésotérisme, il y a de l'astrologie, mais en pensant... c'est Thomas qui avait trouvé ça, c'était genre comment élever un enfant non vacciné, par exemple, et puis guérir avec, des patates, guérir avec des oignons, enfin des trucs assez qui ont l'air bons enfants comme ça, mais si tout d'un coup vous décidez de vous guérir uniquement avec des patates, alors là ça y est, ça commence à devenir dangereux, quoi. Donc c'est important de voir aussi un peu les conditions dans lesquelles sont écrits ces livres. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste... on a cette impression en lisant les 4 accords Toltec que c'est juste un monsieur quelque part au Mexique qui a l'air tout gentil en plus, qui est très... Et tout seul dans son coin, pas du tout. En fait, il est traduit, il est édité, la maison d'édition, elle a fait le choix. Enfin,
il est pas tout seul, ce monsieur, en fait. Oui, il y a toujours un contexte dans la production d'un livre, et ça me fait une transition parfaite pour le thème suivant. Alors, on va peut-être assez rapidement, parce que alors moi, j'ai pas eu l'occasion de lire le livre de Raphaël Quenard, qui a quand même pas mal fait parler. Mais sur la question des conditions d'édition, un livre fait l'actualité aussi parce que la personne qui l'écrit est connue. C'est particulièrement le cas de Raphaël Quenard, qui a eu son moment cette année avec énormément de films dans lesquels il était, beaucoup d'interventions dans les médias. Et à ce moment-là, il en a profité pour écrire son livre Clamsay à Tataouine. Alors déjà, le Michel Audiard de Wish. Le chat est désagréable. Comment vous avez un peu reçu ce livre, et qu'est-ce que vous en avez tiré de cette lecture, et pas que de la lecture, en fait, justement, en élargissant un petit peu à pourquoi ce livre est sorti, comment ça se fait qu'il soit autant promu, etc., etc. Pour Raphaël Quenard, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il l'avait écrit avant de devenir connu, et qu'il l'avait envoyé à plusieurs maisons d'édition, et il avait été recal par les maisons d'édition. Et ça, c'est quelque chose qu'il dit, hein, c'est pas quelque chose qu'on a découvert. Et une fois qu'il a été connu, sa maison d'édition s'est dit bon bah allez, c'est parti. Ça, c'est assez commun, c'est-à-dire que la plupart des livres, voilà, de célébrités ne sont pas édités pour leur valeur littéraire. Mais ça, j'ai l'impression que je vous apprends rien. Mais ce qui était intéressant ici, c'est que je pense que il y avait ce truc où les gens étaient c'est un peu le côté Audiard de Wish, mais je pense que les gens sont très intéressés par la manière dont il parle. Il a une langue qui est assez particulière, et donc qu'on laisse un peu le bénéfice du doute à Raphaël Quenard, pourquoi pas. Nous, ça nous a pas plu, hein. Je vous spoil tout de suite l'épisode. C'était vraiment pas un épisode où on s'est dit finalement en fait il a une belle plume. Mais une dernière chose que j'aimerais dire un peu pour sauver les maisons d'édition malgré tout, c'est que en fait sur une maison d'édition va éditer plein de petits ouvrages où finalement il y aura 100-200 personnes qui vont l'acheter, et en fait Raphaël Quenard va faire vivre le reste de la maison d'édition, des auteurs, parce qu'en fait il y a beaucoup de livres où les maisons d'édition vont avoir des pertes, et donc en fait ce type de livre va en fait permettre de combler les pertes. Donc c'est pas comment dire, c'est un modèle économique aussi qui impose ce genre de sortie. Exactement. Et donc en fait, je pense qu'il n'y a pas trop d'échappatoire pour une maison d'édition un peu installée. Je crois que c'est Flammarion pour Raphaël Quenard. Et ils ont quand même un peu l'obligation de publier ce type de livre en espérant que ça va permettre de compenser les paris qu'ils ont pu faire sur d'autres livres qui ne se sont pas vendus, en fait, tout simplement. Et sur le Raphaël Quenard lui-même, qu'est-ce que ça implique pour une célébrité de vendre son bouquin? Parce qu'on parlait de ça plus généralement aussi, on est comme dans un pays où l'idée d'écrire, de sortir un livre, c'est un truc important pour une personnalité quelle qu'elle soit. On parlait des livres politiques, mais en fait ça peut s'élargir à plein de monde. Enfin, moi je me souviens d'avoir lu dans le train le livre de Philippe Etchebest. C'est vrai. Et alors? C'était vraiment pas bien, mais mince. mais je l'ai pas payé. Ah bah voilà. Non mais c'est assez. Moi c'est quelque chose qui me surprend à titre personnel, le prestige que ça a encore d'écrire un livre, le fait que aujourd'hui vous pouvez faire plein de choses extrêmement différentes de votre vie, et ben en fait ça sera le livre qui vous donnera une certaine forme de prestige, alors que bon, la littérature c'est un moyen comme un autre de s'exprimer, d'exister médiatiquement aussi. Je pense que bon, dans le cadre de plein de gens, c'est aussi la même manière en fait, on écrit un livre pour faire le tour des médias, et donc le livre n'est qu'un prétexte pour être présent dans les médias. Donc ça, c'est aussi une autre chose. Après, dans le cas de Raphaël Quenard, c'est un poil différent dans le sens où il l'avait écrit avant de devenir connu. Ce que je pense que Michel Etchebest, Philippe Etchebest, lui était, pour le coup, n'a pas écrit un livre avant de devenir connu, et c'est sûrement une maison d'édition. Ça, c'est un autre format. C'est les maisons d'édition qui vont aller voir les célébrités pour leur dire mais tu veux pas écrire quelque chose? Et le plus souvent, c'est des mémoires qu'ils n'écrivent pas eux-mêmes, et donc ils ont des prêts de plumes pour la plupart du temps, quoi. Mais là, oui, sur la question des prêts de plumes aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré dans des épisodes ou pas? Ce qui est intéressant, c'est le niveau de transparence qu'ont les célébrités dans ce cadre-là. Par exemple, dans le cadre de Britney Spears, elle a été totalement transparente. Alors, c'est pas écrit c'est pas Britney Spears et son prêt de plume, c'est Britney Spears tout seul, l'autrice sur le livre. Mais la prêt de plume est limite la plus connue de ce monde-là, et c'est très clair. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose
à titre personnel, hein, à nouveau, moi, mon avis, c'est que c'est pas mal avoir un prêt de plume si vous n'êtes pas un écrivain professionnel. Si vous devez écrire vos mémoires, petit conseil pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez écrire votre mémoire et que vous n'avez jamais écrit de votre vie ou très rarement, moi, je trouve que c'est bien de faire appel à quelqu'un. Et parfois, ça se sent quand les célébrités ne font pas appel à un prêt de plume, et là, ça se ressent et c'est pas très agréable, quoi. Donc, je sais que j'ai beaucoup de gens qui disent, mais en fait, c'est pas eux qui les écrivent, donc finalement, à quoi bon les lire? Ouais, mais enfin, les prêts de plume aussi font du bon travail, donc autant les lire aussi, quoi. Ouais, je me rends compte que j'aurais pas dû mettre mes notes sur mon téléphone parce qu'on dirait juste que je t'écoute pas alors que je regarde mes notes, donc je vais les remettre sur l'ordinateur. C'est pour les gens qui vont commenter sur YouTube. Oui, donc oui, effectivement, c'est vrai que la question des prêts de plume, j'avais pas pensé, mais c'est quelque chose qui est assez courant dans les livres. C'est vrai qu'il y a un peu la blague de poser la question. D'abord, vous avez lu mon livre, non? Et vous, quoi? Personne qui sortent, célébrité qui sortent un livre. Et parfois, effectivement, on voit dans les interventions médiatiques que c'est possible qu'ils aient pas lu non plus c'est clair. le bouquin, qui par exemple parle en termes très vagues. Ouais. En fait, ce qui se passe, enfin, de ce que je comprends, et c'est pas quelque chose que je connais très très bien par contre, mais c'est que le prêt de plume va passer, disons, quelques heures à parler avec la personne, et à partir des entretiens qui va sur, enfin voilà, c'est un travail quasiment d'interview, et à partir de cette interview, il va essayer de recréer quelque chose avec une vraie voix. Et ça, c'était ce qui était bien fait avec Britney Spears, c'est qu'on entendait vraiment la voix de Britney Spears, alors qu'il est clair que c'est pas forcément elle qui a tout écrit, quoi. Et ça, c'était vraiment bien fait, franchement. Pour le coup, si je peux recommander un torchon, c'est le livre de Britney Spears, The Woman in Me, qui moi, qui m'a beaucoup plu en tout cas. Sarah un peu moins, mais moi beaucoup. C'était quoi le thème du livre? C'était une biographie? Oui, c'était son autobiographie. En fait, Britney Spears, c'est quelqu'un qui a connu en fait énormément, qui a été vraiment bulldozé par le système de musical des années 2000. Enfin, être une pop star dans les années 2000, ça avait l'air d'être vraiment sportif. Et c'est vraiment frappant comme on voit le piège se refermer sur elle. C'est très court en même temps, donc je trouve qu'il y a un côté où vraiment très rapidement on est saisi par vraiment l'horreur qui lui est arrivée, et on repart avec l'idée que on commence en se disant c'est Britney Spears, c'est une pop star, c'est une fille un peu écervelée, et on en ressort en se disant mais en fait elle a connu le Vietnam, quoi. Enfin elle s'est fait vraiment en plus de ça trahi par sa propre famille qui l'a exploitée et droguée. Enfin c'était des choses assez atroce, et donc je trouve que c'est un épisode dont en fait paradoxalement, lisez le livre mais écoutez pas forcément l'épisode, parce que je trouve que on n'a pas appris assez au sérieux, et je pense que si c'était à refaire je referais l'épisode, parce qu'en fait il me plaît beaucoup plus un an plus tard que quand je l'ai publié, en fait, ce livre. Le livre, ouais. T'as eu le temps de te dire Voilà, j'ai décompté, je me suis dit mais en fait j'y repense tout le temps, alors que la plupart des torchons, enfin des livres qu'on lit, j'ai tendance à un peu les oublier au bout d'un certain temps. Lui, je m'en souviens bien, quoi. Tu vas oublier le livre de Raphaël Queneau. Ouais. Je me souviens même plus de quoi il parle. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ça tombe bien aussi que tu parles de ça, parce que l'intérêt de podcast, on rappelle, ça s'appelle Torchon, mais c'est pas de dire que tous les livres sont pourris. Le but, c'est pas ça, c'est plus de dire, c'est plus un avis général qu'auraient les gens sur des livres populaires. Est-ce que ça t'a permis, toi, de lire et de découvrir des choses auxquelles tu serais pas du tout intéressé si t'avais pas lancé ce podcast? Par exemple, Britney Spears. Je pense aussi, pour revenir à notre conversation sur le développement personnel, on avait lu un livre de Arnold Schwarzenegger qui s'appelait Be Useful, 7 Tools for Life. C'était un beau début. Sois utile, 7 outils pour la vie. Et donc, il y a, comme les 4 accords Toltec, il y a donc là 7 maximes à la place de 4. Et le 7e, c'est Be Useful. Et je trouvais que c'était très à l'américaine. C'était aller dans des associations, faites de l'associatif, donnez à des associations ou soyez bénévole. Mais l'idée était assez chouette, où c'était à quoi ça sert d'être, disons, un mâle alpha? Et c'est d'aider son prochain, d'accompagner les gens, de tout ça. Et c'est paradoxal, parce qu'on s'attendrait que Arnold Schwarzenegger soit un peu, très contraint par le personnage qu'il a joué, enfin les personnages qu'il a joué, et on se rend compte qu'en fait non, c'est quelqu'un qui est assez intéressant. Et en plus de ça, en fait, ça c'est une autre chose que j'aime bien dire, c'est que la plupart des auteurs de développement personnel n'ont rien fait de leur vie. Non, mais il faut le dire, quoi. La plupart des gens, quand on regarde leur bio, tout ce qu'il y a, c'est il a écrit un livre de développement personnel, et ensuite il en a écrit 15 autres. Donc ce qui est chouette avec Arnold Schwarzenegger, c'est qu'il a été bodybuilder, il a été acteur, il a été gouverneur de Californie, ce qui est assez énorme quand on y pense. Même si politiquement c'est pas quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, mais je trouvais qu'au moins il avait de la matière pour baser son expérience et sa sagesse, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est aussi
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'individualisme, c'est la première fois que j'entends un bouquin de développement personnel qui dit d'aider des associations, ce qui est assez surprenant, effectivement. C'est ça. Après, est-ce que j'ai d'autres idées comme... Ouais, enfin... Non, globalement, c'est peut-être le seul où j'ai vu... Non, si, j'avais lu un livre l'année dernière, mais d'une anglaise, ça s'appelait... j'ai oublié le nom. C'est Half-Assed Humans. Et l'idée, c'était, on vous dit de faire les choses à fond, faites les choses à moitié, c'est déjà bien. Et elle avait fait un truc sur le militantisme et même chose, le bénévolat. Lina Norms, on me dit dans le chat. Oui, merci beaucoup. Et elle disait, même quand il s'agit de choix politiques ou même juste de choix personnels, mais quand même avec une portée politique type elle est végane, donc il y a aussi ça. Elle a dit au début j'ai commencé j'étais pas végane d'un coup, j'ai fait ça petit à petit et j'ai half-assed, c'est-à-dire que j'ai fait à moitié jusqu'au moment où je l'ai fait jusqu'au bout. Donc ça arrive comme ça, mais enfin ça c'est un truc que Lina Norms dit. C'est que elle dit comment elle dans ses contenus en ligne et dans ses livres, elle essaye de passer un peu en sous-main, en sous-marin plutôt, l'aspect un peu politique, ses convictions politiques. Donc ça, c'est possible. Mais bon, la plupart du développement personnel, par contre, c'est pas du tout ça. C'est vraiment motivez-vous ou alors résignez-vous, quoi. Attends, je réponds juste à un message parce que effectivement le bot est un petit peu étrange. Je supprime les messages un petit peu de façon arbitraire. Mais c'est peut-être le mot torchon qui embête le... Non, il a dit le seul républicain écolo. Voilà, ouais. Bah, c'est franchement une personnalité assez fascinante, Arnold Schwarzenegger. Donc j'étais contente de lire son livre. Après, moi, il y a des livres, je suis contente de les avoir lus juste pour me faire une idée. C'est-à-dire que j'avais jamais lu de Marc Lévy, j'avais jamais lu, Melissa d'Acosta. Donc, en fait, moi, c'est un truc qui est un peu perturbant au quotidien quand je parle de mon podcast à des gens qui le connaissent pas. C'est que très rapidement, ils disent, ah ouais, Marc Lévy, Guillaume Musso. Et ensuite, je leur demande, ah, mais vous l'avez lu? Et en fait, pas du tout. Et donc, au moins maintenant, je pense que j'ai un avis un peu plus éclairé, juste parce que voilà, je les ai lus, quoi. Oui, pareil qu'un phénomène récent aussi dont on peut parler, que vous avez probablement entendu parler. Vous avez au moins vu les ouvrages si vous êtes allé dans une Fnac ou dans une librairie de gare possédée par Bolloré, que je ne citerai pas. Vous avez au moins vu cette couverture, La femme de ménage de Frida McFadden. On va parler aussi de elle et puis d'autres auteurs dont on a parlé un peu quand on a préparé l'émission, parce que c'est un phénomène qui est ancien en fait. Ouais. On peut parler de livres de littérature de gare en fait. On aurait dit ça il y a 30 ans. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant, La femme de ménage, parce que c'est un nouveau modèle sur un ancien modèle. Alors ouais, c'est de la littérature de gare, c'est-à-dire que c'est des thrillers un peu rapides à lire, qui sont un peu écrits à la chaîne, comme on a parlé de deux piliers de la littérature de gare française, c'est donc SAS et San Antonio, et on peut se dire que Frida McFadden, alors est pas du tout dans le même genre parce que c'est plutôt pour un public féminin, mais il y a ce côté un peu des livres qu'on écrit un peu à l'appel, et ce qui est assez frappant, c'est que la raison pour laquelle elle arrive à les publier aussi rapidement, et c'est quelque chose, il y a pas mal de gens qui disent c'est de l'IA. Je suis pas persuadée. Je crois que en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit énormément d'articles, de livres sur des plateformes d'auto-édition, et en fait les maisons d'édition sont en train de racheter son stock. Donc en fait elle a un stock de livres qui sont en train d'être traduits en français et réédités. Donc c'est comme ça que ça se passe. En fait, ce système d'auteurs ou d'autrices qui écrivent énormément de livres, en fait, c'est pas récent et c'est pas grâce à ChatGPT que ça existe. Il y a eu plein d'autres auteurs qui écrivaient vraiment à la chaîne aussi avant elle. Ouais, on peut parler vous avez fait un épisode sur San Antonio, Frédéric Dard qui était extrêmement prolifique et je pense qu'il écrivait limite en écriture automatique. Mais ce qui est impressionnant, parce qu'en plus de ça, c'est une écriture qui est extrêmement originale. Donc en fait, Frédéric Dard, il écrit... c'est du Rabelais, je sais pas comment décrire ça, mais c'est énormément de néologismes, c'est un mélange de registres. En fait, franchement, Raphaël Quenard, c'est peut-être le Audiard du pauvre, mais c'est surtout le San Antonio du pauvre, parce que c'est un peu le même style, quoi. Et vraiment, San Antonio, ça a été une vraie découverte pour moi. J'étais vraiment ravie de le lire, parce qu'en fait, ça donne cette idée qu'on peut écrire de la littérature populaire lue par beaucoup de monde, mais avec un vrai travail créatif sur la langue, ce qui est paradoxal, parce que c'est un travail créatif sur la langue qui m'a l'air d'être en même temps très automatique. Donc je sais pas comment ça se passait dans la tête de Frédéric Dard, parce que c'est quand même assez étonnant, quoi. Parce que moi, mon père est fan de San Antonio, il en a lu énormément et il me disait que des fois on a l'impression qu'il se rend compte d'incohérences de scénario
au Ouais. cours du bouquin et il résout ça un peu à l'arrache dans l'écriture et il passe à la suite, quoi. Donc, Ouais, j'ai lu quelque part qu'au début, il faisait un peu gaffe, mais à la fin de sa vie, vraiment, c'était du flow libre, quoi. C'était, enfin, il y avait pas tellement d'histoire, c'était vraiment du pur, enfin, il se faisait plaisir, quoi. Et ça, ça c'est quelque chose qui est quand même un continuum avec La femme de ménage, donc pour toi, ce genre de littérature-là, même si c'est pas du tout le même thème. Alors, je pense que le continuum est sur le fait que il y a du stock et qu'elle en écrit beaucoup. Après, c'est assez différent. Moi, ce qui me frappe pas mal, c'est le fait que la littérature populaire est assez genrée. C'est-à-dire que, de manière très négative, on va dire, c'est de la littérature de bonnes femmes. Aujourd'hui, c'est les femmes en particulier qui lisent cette littérature-là et plus généralement, quand on regarde les études du CNL, c'est principalement les femmes qui lisent. Alors que quand on regarde San Antonio ou SAS, c'est très clairement pour un public masculin hétérosexuel. D'où, d'ailleurs, oui, il y a quelqu'un qui le dit dans le chat, mais une certaine forme de misogynie. Alors, dans SAS, c'est vraiment flagrant. Dans San Antonio, il y a un côté un peu vieille France qui m'a, enfin flagrant aussi, mais qui m'a un peu moins choquée, je trouve. Juste parce que voilà, j'étais un peu plus à l'aise. Mais là, aujourd'hui, principalement, la grande différence, c'est que c'est vraiment des livres à destination de femmes. Et donc, la femme de ménage, c'est intéressant de voir qu'il y a la psy, la femme de ménage, la prof, c'est-à-dire des professions qui sont des professions de service, donc principalement pour des femmes. Enfin, on a plus en tête une femme dans ces jobs-là. Des catégories populaires, voilà, en plus populaire. Et puis il y a un côté, c'est des gens qui vous voient, c'est-à-dire que la femme de ménage, elle voit comment ça se passe chez vous. La prof, elle connaît, elle lit vos copies. La psy, elle connaît toute votre vie. Donc il y a un côté aussi où c'est des gens qui sont censés bien connaître le monde. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rendu compte avec la femme de ménage que la femme de ménage ne voit rien. Alors, c'est vraiment, en fait, l'intrigue est créée sur le fait qu'elle est vraiment un peu, enfin, elle perçoit pas grand chose. Et donc, ça permet de créer une intrigue comme ça. Mais quand on lit ce livre et quand on regarde juste la couverture, on se dit mais ça va être un roman du style la femme de ménage va tout comprendre et tout. Non il y a un peu erreur, mais en tout cas rien que je pense que ça c'est lié, enfin le succès de Freda McFadden est lié à ce plaisir qu'on a un peu de voyeurisme aujourd'hui, quoi. Et je parlais de public plus féminin, plus populaire aussi pour ce type de littérature. Ça me fait penser à un autre sujet dont tu as parlé dans un épisode, c'est la question de la dark romance, qui est quelque chose dont on parle beaucoup. Vous avez fait un épisode sur c'était au tout début de Torchon et on l'a remis parce qu'en fait il y avait plein de pubs dans le métro pour Captive et j'étais là genre mais non, c'est pas possible, ça fait 2 ans que ça il continue après elle en a sorti d'autres, elle a sorti Lexstone, elle sort voilà, il y a des tomes. Est-ce qu'on peut expliquer déjà un peu aux gens ce que c'est la dark romance? Alors bon, déjà la romance tout simplement, c'est des livres qui sont écrits pour un public plutôt féminin à partir d'histoires d'amour. Donc l'idée c'est que à la fin ça marche. Donc il y a plein de passages obligés de la rencontre jusqu'à le happily ever after. C'est un genre qui est très codifié. Voilà, extrêmement codifié. On appelait ça des harlequins en français à une époque, mais maintenant on appelle ça de la romance. Et la dark romance, c'est les relations entre les deux personnages sont extrêmement conflictuelles, voire violentes, et dans le sens que l'homme sera violent avec la femme. Et ensuite, il y a aussi tout le contexte qui sera violent. Alors là, c'est une sorte de mafia qui fait du deal. Enfin, il y a des histoires assez complexes. C'est marrant parce que c'est une vision assez fantasmée et adolescente de la mafia. On n'est pas dans du Scorsese, on est plutôt dans du Totally Spies, mais si elles étaient méchantes, en gros. Mais en même temps, c'est vraiment extrêmement violent. C'est assez choquant. Au tout début de Captive, il y a le love interest qui brûle la main de l'héroïne sur une plaque de cuisson. Et fun fact, mais la veille, je m'étais brûlé la main sur une plaque de cuisson. Donc ça, genre, mais c'est pas du tout romantique. Je ne comprends pas du tout. Donc là, et ce qui s'est passé avec la dark romance et ce qui se passe toujours aujourd'hui, c'est qu'en fait, le discours est quasiment plus grand que la dark romance à ce stade, où tout le monde a son avis, tout le monde a très peur, parce que comme c'est à destination d'un public adolescent, alors c'est pas censé être à destination des adolescents, mais c'est les adolescents qui le lisent. Maintenant, aujourd'hui, les maisons d'édition font énormément d'efforts, mais en fait, finalement, pas tellement sur... par exemple, dans les pubs dans le métro pour Captive, il n'y avait pas du tout écrit pour un public, je sais pas, pour moins de 18 ans, quoi, ce genre de choses. C'est pas vendu comme du jeune adulte, quoi. Non, enfin, je sais pas, je trouve que les maisons d'édition sont un peu sur la... Enfin,
ils en jouent. Enfin, c'est assez subtil ce qu'ils font. Certains mettent des trigger warnings au début, mais en fait, le problème des trigger warnings, c'est que ça donne encore plus envie aux ados. Donc, il y a un peu ces problèmes-là qui est qu'on oublie tous un peu en tant qu'adultes qu'est-ce que ça veut dire d'être un ado et que en fait l'un des plaisirs de l'adolescence c'est un peu la transgression et donc en fait il y a beaucoup de gens je pense qui ont lu ce livre juste pour le plaisir de la transgression et pas pour y trouver des leçons de vie sur l'amour. Enfin ça c'est aussi une chose à dire quoi. Et oui la vidéo de je regarde le chat mais là il y a une très bonne vidéo de contrepoint sur le sujet qui pour moi a vraiment changé mon avis sur le sujet donc je vous conseille d'aller la regarder. C'est sur Twilight plus précisément qui est un peu Twilight étant un peu l'ancêtre de la dark romance à plein d'égards. Mais 50 Shades of Grey aussi. 50 Shades of Grey. Mais c'est marrant comment, donc Twilight, il y a eu vraiment une levée de bouclier au moment de la sortie. Enfin, moi, je m'en souviens quand j'étais adolescente. Je l'ai pas lu quand j'étais adolescente parce que je pensais que c'était pas bien. Ensuite, 50 Shades of Grey, j'étais un peu plus âgée, donc je l'ai lu et j'ai trouvé ça un peu cucu quoi. Enfin, c'était assez rigolo, c'était quand même voilà. Et puis j'étais adulte donc ça m'a moins choqué que peut-être des adolescents. Mais en fait, on voit comment à chaque nouvelle sortie un peu choquante, il va y avoir toute une sorte de panique morale sur le sujet. Et dans une certaine mesure, je suis plutôt contente. Ça veut dire qu'on est quand même pas déconnecté de l'inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on peut proposer à des adolescents. Mais parfois, il y a cette image des adolescents comme des sortes de pages blanches, comme si en fait ils n'avaient aucune expérience de la vie, comme si ils découvraient l'amour avec de la dark romance, alors que en fait, quand on a 14-15 ans, même si on n'a pas connu l'amour ni aucune forme d'intimité, c'est quelque chose qui nous intéresse. En tout cas, moi, j'ai le souvenir quand j'étais adolescente que bon, j'aimerais bien savoir ce qui va m'attendre. Et en plus de ça, autour de nous, on voit déjà une certaine forme de violence se créer. Moi, une chose qui m'a marquée, c'était une année après avoir lu Captive, j'avais lu Les choses sérieuses d'Isabelle Claire, qui est un livre de sociologie sur les premiers amours adolescents. Donc, elle a interviewé plein d'adolescents. Et c'était assez impressionnant comment, en fait, c'est très métaphorique, mais en fait, Captive, c'est la version horreur, film d'horreur, de ce que peut-être peut se passer dans une cour de récré. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, manque un peu à la conversation. On a l'impression qu'on impose aux adolescents des récits pour leur dire qu'au fond, le patriarcat, c'est génial. Alors que moi, j'ai plus l'impression que Captive, en tout cas Captive de Sarah Riven, je sais pas pour le reste, est plus l'expression extrême de quelque chose, d'une certaine forme de violence qui peut déjà se passer dans les relations entre les adolescents et notamment comment les hommes se comportent comment les garçons se comportent avec les filles dans les cours de récré ou dans les lieux de sociabilité d'adolescents. Ouais, c'est une réponse à l'éternelle question que tu évoques dans la description, c'est pourquoi donc les jeunes femmes glamourisent et prennent plaisir à lire des récits de violence faites aux femmes, ça peut être une piste en fait. Et en fait, cette question, ça donne cette impression que les femmes sont soit très influençables ou très, on peut vraiment les manipuler, les jeunes femmes, les adolescentes. Ce qui est vrai, quand on est adolescent, on n'est pas forcément totalement armé pour les choses de la vie. Mais malgré tout, il faut vraiment prendre les lectrices au sérieux, quoi. Et le besoin de rébellion, le besoin de voir un peu la version horreur de ce qu'elles peuvent vivre en vrai. Toutes ces choses-là, c'est aussi des choses à entendre. Moi, ce que je dirais de Captive, c'est que c'est une vision très pessimiste. Ça montre. Moi, ça m'a rendu très pessimiste sur ce qu'on apporte comme solution aux jeunes filles, parce qu'en fait, ce qui se passe, donc ça, c'est quelque chose qui est rarement dit aussi sur Captive, c'est que le héros va devenir gentil avec elle. Et donc, grâce à l'amour, cet homme violent va devenir gentil. Et ça, c'est terrible. Franchement. Quelqu'un disait dans le chat, excuse-moi, c'est le I can fix him de la littérature. C'est-à-dire que je peux le réparer, quoi. Et ça, c'est terrible parce que, je préfère le côté un peu à la Disney où il y a le méchant et le gentil qui sont séparés, quoi. Là, au moins, on peut espérer le prince charmant. Là, c'est l'idée que le prince charmant et le méchant sont la même personne. C'est pour moi c'est assez triste en fait parce que c'est ce que les adolescentes imaginent être la solution pour leurs problèmes dans la cour de récré en fait. Que l'adolescent qui les harcèle et tout ça va en fait se transformer et va tomber amoureux de cette personne-là. Donc, je trouve que c'est
C'est déprimant. Enfin, moi, à titre personnel, je suis assez déprimée, quoi. Et t'as pu en lire d'autres ou vous avez pu en lire d'autres Non, en fait, j'aimerais beaucoup en lire avec quelqu'un qui est spécialisé sur le sujet, parce qu'en fait, c'est tellement un sujet important et sérieux. De la même manière que pour le tatoueur d'Auschwitz, j'ai fait appel à un historien, donc Alexandre Bande, qui est un historien de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Je me dis, j'aimerais bien en lire un avec quelqu'un qui a peut-être une expérience sur ce type de littérature, parce qu'on lit tellement tout et son contraire dessus que j'ai pas envie de participer au bruit, quoi. Le message est lancé. S'il y a des gens qui peuvent contacter des sociologues ou des gens qui sont spécialistes de la littérature jeunesse, je pense que ça serait intéressant de faire quelque chose d'un peu plus cadré, parce que bon voilà, dire n'importe quoi de je sais pas, San Antonio, bon bah très bien, ça y a pas de problème, mais là c'est quand même un sujet sérieux, ça parle de l'enfance, de l'adolescence, des violences faites aux femmes, donc j'ai pas non plus envie de de me lancer là-dedans toute seule, quoi. Et un autre thème que vous évoquez aussi, dark romance, très intéressant aussi comme thème à évoquer, littérature populaire, mais il y a aussi de la littérature un peu plus pour un milieu social un peu différent, on va dire, en tout cas, mais c'est tout ce qui se joue par rapport au prix littéraire. Vous parlez de Emmanuel Carrère avec Kolkhoz. C'est aussi quelque chose qui fait que les livres sont dans l'actualité. Alors Carrère, malheureusement, qui a pas eu le Goncourt. Il n'a pas eu le Goncourt. Ça m'étonnait moyennement, parce que pour plein de raisons. Le Goncourt étant le prix littéraire français par excellence. C'est le premier en fait qui a été créé. Et en fait, Kolkhoz était en lice. Et en fait, la rentrée littéraire se crée en fonction des prix. Donc en fait, la raison pour laquelle en septembre il y a tellement de livres qui sortent, c'est que il y a toute une course qui se crée, où donc vous sortez votre livre en septembre. Donc il y en a 300, 400 qui sortent là, qui vont être lus par les critiques littéraires pendant tout le mois d'août. Donc pour eux, c'est assez pratique aussi. Pendant leurs vacances, ils pourront lire. Ensuite, il y a toute une série, il y a tout un battage médiatique qui a lieu jusqu'à en fait à peu près maintenant, où il va tous les prix qui vont sortir. Le prix Goncourt, c'est donc le plus connu, paraît-il le seul qui a vraiment une vraie influence sur les ventes, mais je pense que d'autres aussi quand même malgré tout. C'est aussi très marrant, c'est un prix où on reçoit que 10 €. Les autres prix, par exemple, donc Emmanuel Carrère a reçu le Médicis, et le Médicis c'est environ 1 000 €, je crois. Et il y a des prix qui sont extrêmement bien dotés, comme le prix de l'Académie française, qui je crois est à 10 000 €, si je me trompe pas. Mais tout ça pour dire, c'est quand même une économie, le prix. Je parle pas d'argent juste comme ça, mais c'est que en fait, il y a beaucoup. Donc, si on n'est pas Marc Lévy, si on n'est pas Grimaldi, si on n'est pas Mélissa d'Acosta, c'est très difficile de gagner sa vie en étant auteur. C'est des systèmes de droits d'auteur, et donc on gagne pas beaucoup. Il faut vraiment vendre beaucoup de livres pour gagner sa vie et ne faire que ça. Et même quelqu'un, je sais pas, comme Édouard Louis, qui doit vendre pas mal de livres, il est aussi prof, il fait aussi des interventions, enfin il y a tout un système qui se met en place. Donc les prix sont là pas tant pour nous dire quel est le meilleur livre, mais aussi pour aider des auteurs à gagner un complément de rémunération. Et donc dans ce cas-là, ces livres ne sont pas forcément bons. C'est-à-dire que il faut faire confiance en fait aux jurés du Goncourt, qu'ils se trompent pas, mais en fait ces jurés-là sont pas forcément là non plus pour vous donner vraiment quel est le meilleur livre. C'est pas genre une grande manipulation à nouveau, mais il y a un peu une sorte de compromis qu'ils doivent faire entre c'est vraiment un bon livre, et en même temps il faut donner de la notoriété à, par exemple, donc celui qui a gagné, Mauvigné, qui lui a quand même galéré pendant des années et des années. Et donc ensuite, pourquoi les prix c'est important? C'est aussi parce qu'il y a Noël qui arrive et les fêtes de fin d'année en général. Et là, vous faites vos cadeaux là tout de suite, et vous vous dites mince, qu'est-ce que je vais offrir à, je sais pas, ma grande tante à qui je parle jamais? Le Goncourt. Enfin, c'est super pratique. Et donc là, en ce moment même, je lis le Goncourt pour pouvoir faire un épisode et pour vous dire si réellement le Goncourt est intéressant. Donc voilà. Des gens qui doivent évaluer 300 livres. Oui, mais il y a aussi cette idée, j'ai l'impression, une petite élite culturelle qui a parlé du Goncourt, mais sans forcément non plus l'avoir lu, en fait. Et je me souviens d'un reportage de Quotidien, je sais pas si tu l'avais vu, où ils étaient allés à une soirée du Goncourt. Et en fait, ils parlaient à tout le monde, vous avez lu le livre, tout le monde répondait non, en fait. Non. Il y a aussi quelque chose de juste, quelque chose de vraiment marqué qu'on a le prix Goncourt, ça suffit en soi. Le contenu du livre est finalement un peu secondaire, quoi. Après, là, c'est le moment où je vais conseiller un de mes livres préférés, qui est Comment parler des livres quand vous ne les avez pas lus, de Pierre Bayard. Alors moi, je les lis vraiment, je tiens à le dire, malgré le fait que Pierre Bayard nous dit finalement lire des livres, c'est très surfait. Moi, je les lis. Mais en fait,
il y a un peu un truc un peu compliqué dans l'industrie du livre en général, c'est-à-dire que il y a énormément de livres qui sortent, qui doivent être lus par des critiques qui, eux, doivent lire, disons, 10-15 pages d'un livre et puis ensuite qui décident, bon, est-ce que je continue ou pas. Et donc, en fait, quand ils disent, ouais, on lit 300 livres, en fait, ils vont lire peut-être le premier chapitre, les premières pages et ensuite, ils se disent, bon, bah, en fait, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Donc ça, c'est un premier truc. Et l'autre chose, c'est que quand on est critique, et je m'en rends compte maintenant, parce que je suis un peu critique malgré moi maintenant, on est un peu blasé. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le même livre. Et donc là, par exemple, je lis Mauvigné. C'est encore une histoire de famille. J'en suis à ma 3e histoire de famille de l'année. Je commence à en avoir un peu marre. Il y a des auteurs qui parlent de leur... ça peut être du Édouard Louis, quoi, de parler de leur famille. C'est ça. Après, Édouard Louis, je trouve, a une approche que je trouve assez chouette. J'ai un peu une obsession pour Édouard Louis, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais ce qui est intéressant, ceci dit, et je le dis tout de suite, c'est que parler de sa famille, ça dépend de votre famille et ça dépend de comment vous en parlez. Donc ça peut être des choses très différentes malgré tout. Mais donc ce qui se passe, c'est que les gens qui vous parlent de littérature aujourd'hui, les critiques littéraires dans, je sais pas, les grands médias, en fait, c'est des gens qui sont blasés, qui lisent énormément de livres et qui en recommandent comme ça, par-ci, par-là, avec en plus de ça la question de, ils se connaissent tous, ils connaissent les écrivains, etc., etc. Et donc, en fait, à la fin, ils n'ont pas les mêmes goûts que la personne qui lira 5 livres l'année. Et par exemple, le CNL considère qu'un grand lecteur, c'est quelqu'un qui lit plus de 5 livres par an. Donc c'est assez impressionnant que comment, en fait, la plupart des gens vont lire des livres avec pas du tout le même habitus, pas du tout la même manière que, par exemple, la personne qui va vous recommander le livre. Et ça, c'est, je pense, un problème qui est assez insoluble, parce qu'on a besoin un peu d'avoir des gens qui fassent un peu le tri pour nous, parce qu'il y a trop de livres, mais en même temps, ces gens qui font le tri, par définition, ils ont lu trop de livres. Donc, c'est compliqué de faire la part des choses sur cette surcouche de critiques qui vient avec la culture, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, il y avait l'astuce d'apathie. Alors, je crois que c'est Ali Badou qui disait... je crois, mais en tout cas, c'était à l'époque du Grand Journal qui disait je lis le début, la fin, la page 100. Et si on me demande de parler du livre, je cite la page 100. C'est vrai, mais je crois qu'il y a même un prix qui s'appelle le prix de la page 110 ou le prix de la page 111. Enfin, je sais pas, le prix de la page XX. Et en fait, il ne juge que sur une seule page. Ah oui, prix de la page 112. Bah voilà, tu vois, j'étais 110, 111. Et ben non, c'était 112. Ah, je connaissais pas, c'est marrant. Mais je trouve que c'est assez difficile parce qu'en fait, c'est leur métier. Enfin, Ali Badou ou je sais pas des critiques littéraires là, c'est compliqué de même faire le tri. Enfin, je dis pas que c'est un job compliqué, c'est lire des livres, c'est génial, mais en tout cas, il faut toujours prendre la critique avec un petit grain de sel, parce qu'en fait le problème c'est ces gens-là n'ont sûrement pas les mêmes habitudes culturelles que le commun des lecteurs, quoi. Puis même on peut élargir ça aussi aux entretiens dans des grands médias où il y a des interviews des rythmes très rapides, en fait, des gens qui parlent de livres avec des autrices ou des auteurs. C'est très probable que en fait ce soit une fiche qui a été faite par un stagiaire dans la rédaction et pas qu'ils aient lu le livre en eux-mêmes. C'est clair. Après, moi, je m'en rends compte. Parfois, je parle de livres que j'ai pas lus parce que, par exemple, mon mari l'a lu et en fait, il m'en a assez parlé pour que je comprenne un peu l'ambiance. Donc, ça arrive parfois Par exemple, un exemple de ça, c'est que, je sais pas, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a dit que quand il partait en prison, il allait lire non seulement Le Comte de Monte-Cristo et le Jésus-Christ de Petit-Fils, qui est une biographie historique de Jésus. Et paraît-il, c'est un très bon livre. Voilà, ne soyez pas dégoûtés par le fait que c'est Nicolas Sarkozy qui le lit. C'est vraiment un bon livre que je vous conseille. Enfin, en tout cas, mon mari conseille, et donc que je conseille parce que, en fait, j'espère qu'il a bon goût. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Enfin, c'est des... Comment dire, c'est normal et même moi, par exemple, j'ai fait un épisode sur la recherche du temps perdu. Je l'ai lu, j'avais 20 ans, j'en ai 31. En 11 ans, on oublie tout. C'est pas rapide à relire. C'est ça. Je peux pas faire, allez, c'est parti. Donc, enfin, c'est normal que les gens qui vous parlent de livres n'ont pas forcément... Enfin, c'est ce que dit Pierre Bayard. C'est normal que vous-même, vous ayez pas un rapport aussi intense au livre que vous devriez avoir, quoi. Oui, puis même une question tout simplement tu parlais de trucs que tu as lu il y a longtemps, une question de mémoire. En fait, c'est aussi pareil pour les films. En fait, c'est que parfois on a vu des classiques ou lu des classiques et on s'en souvient pas parce que ça fait longtemps, quoi. Et on n'a pas le temps de tout revoir pour tout se remettre en tête non plus, quoi. Ouais. Ou par exemple, il y a des passages où vous allez passer ça rapidement. Il y a des passages. Enfin, c'est assez compliqué. Mais après,
truc qui est un peu terrible, c'est que en fait toute cette, je vais appeler une élite culturelle, c'est un peu fort de dire ça, mais toute cette élite culturelle, ils sont un peu, ils sont un peu blasés, ils sont un peu tristes que les gens lisent La femme de ménage ou Marc Lévy et tout ça, parce que ils espèrent que les gens lisent peut-être des choses un peu mieux écrites ou un peu plus intéressantes, enfin voilà, ou un peu plus modernes et tout, etc., etc. Mais le truc, c'est que quand vous lisez, je sais pas, 3 livres par an, vous voulez lire, vous voulez être sûr, vous faites un pari, vous voulez être sûr que le livre, il vous plaira quoi qu'il arrive. Vous voulez pas acheter un livre en vous disant, oh, peut-être que ça me plaira, peut-être. Non, vous voulez le meilleur livre possible. Et comment vous savez quel sera le meilleur livre pour vous? Bah, vous vous dites, bon, bah, tous ces gens ont acheté ce livre-là, c'est donc qu'il est bien, je le lis. Et donc, il y a cette idée que pour beaucoup de gens, Vox Populi, Vox Dei, en gros, la littérature populaire est bonne parce qu'elle vend beaucoup de livres. Et il y a aussi pour beaucoup de gens, surtout dans les élites culturelles, Vox Populi, Vox... démonum, Vox du diable. Mais parce qu'en fait, c'est parce que on se dit, bah non, forcément, si c'est de la littérature, c'est forcément mauvais. Mais je pense que c'est lié au fait que on n'a pas du tout la même manière de lire si on en lit 3 ou si on en lit 300, quoi. Puis même pas forcément. Il y a aussi, j'ai l'impression, cette espèce de dans les récits de transfuges de classe qui est un peu à la mode à un moment, cette idée aussi que on a cette impression-là quand on est dans la classe populaire d'avoir que les élites lisent énormément et une très grande culture sur plein de livres. Et beaucoup de gens qui arrivent et qui se mettent à lire énormément de classiques se rendent compte en arrivant dans ces milieux-là qu'en fait les gens les ont pas lus non plus, mais juste qu'ils en parlent. C'est clair. Ou alors qu'ils l'ont lu quand ils étaient ados. Enfin, il y a beaucoup de gens qui lisent, qui se chauffent à lire. En fait, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'un lecteur, c'est qu'il lit beaucoup pendant le lycée, les études littéraires s'il en fait, ou des études en général. Ensuite, bon, il commence à travailler, ça commence à devenir compliqué. Il lit dans le métro s'il se motive. Et ensuite, alors là, c'est vraiment le gros. C'est quand les gens ont des enfants, là, c'est très difficile de lire quand on commence à avoir des enfants parce qu'il faut, voilà, on n'a plus le temps. Et ensuite, les gens recommencent à prendre plaisir à la lecture quand les enfants sont grands, c'est-à-dire à la retraite, ce genre de choses. Et donc, ce qui fait que la littérature aujourd'hui, c'est aussi une littérature qui est soit pour les très jeunes, pour les adolescents, donc là, on a la romance, soit pour les retraités, les gens plus âgés. Et donc, en fait, c'est aussi ça la polarité dans le monde du livre, c'est qu'en fait, on parle soit à l'un, soit à l'autre. Moi, c'est très frappant, j'ai vu Emmanuel Carrère, que j'aime beaucoup, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Et quand il fait des sortes de présentations dans des librairies, c'est que des gens qui ont l'âge de soit mes parents, soit même de ma grand-mère. Donc c'est quand même assez frappant aussi qu'il y a aussi un aspect générationnel, quoi. Quand on se dirige vers la fin, il y a des très bonnes remarques dans le chat. Quelqu'un disait effectivement il y a une question financière aussi tout bêtement. C'est clair. Sur le livre. Alors même si on a le prix unique du livre, c'est quand même cher, surtout si c'était pas des éditions poche encore. Ouais, c'est vrai. Les trucs qui viennent de sortir, ça reste quand même c'est un budget torchon parce qu'on les achète. On fait pas de service presse. Donc oui, non, l'accès aux livres, mais je pense qu'il y a un double problème d'accès, c'est-à-dire que d'un côté, il y a est-ce que je me sens légitime à aller dans une librairie ou à aller même en bibliothèque, et de l'autre côté, il y a une question plus concrète de genre ça coûte cher, et si en plus de ça j'en prends aucun plaisir, autant prendre un abonnement à Netflix, quoi. Au moins avec un abonnement à une plateforme de streaming ou je ne sais quoi, on est un peu plus sûr de se faire plaisir, alors qu'un livre, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pas assez dit, mais c'est un peu un effort de lire. C'est beaucoup de plaisir, j'espère, pour beaucoup de monde, mais c'est quand même aussi un peu un effort, et puis ça rappelle des mauvais souvenirs de lycée aussi, c'est un peu ça, un événement un peu canon, mais pour être très honnête, quand c'est un effort pour une personne de lire, et forcément il va essayer de lire des livres qui demandent le moins d'efforts possible, et c'est le cas pour plein de littérature populaire qui sont des livres avec un style extrêmement clair, quoi. Et puis un livre qui est ce qu'on dit des page turners, qu'on a envie de lire la suite. C'est vrai que c'est une question de l'attention, parce que c'est vrai que se remettre à lire après être beaucoup sur les réseaux ou avoir beaucoup de formats courts, en fait il y a quand même un petit temps, alors qui est pas très long, mais il faut passer outre ça, un temps de réadaptation où on n'est pas en train de lire 15 fois la même page c'est clair, et juste de refermer le livre, quoi. C'est vrai. Mais après le truc avec mais c'est marrant parce que après moi j'ai un avis assez par exemple Le Secret des secrets, moi j'ai trouvé ça que c'est trop répétitif.
vraiment j'en pouvais plus. Mais la raison pour laquelle c'est trop répétitif, c'est qu'en fait, si vous l'avez pas lu une première fois, vous le lirez une deuxième fois. Et si vous connaissez pas le deuxième fois, vous lisez la troisième fois, quoi. Et donc, voilà. Et Le Secret des Secrets, c'est le dernier épisode qui vient de sortir ce mercredi. Écoutez, j'ai mis le lien du podcast dans le chat, si vous voulez aller voir le podcast de Léa qui s'appelle donc Torchon, qui est disponible sur toutes les plateformes où on peut trouver des podcasts, je crois. Là, sauf YouTube, désolé, malheureusement. Sauf YouTube, malheureusement, mais sur Apple Podcast, c'est très accessible. Moi, je suis allé voir là-dessus, mais vous avez plein d'autres plateformes, vous pouvez choisir comme vous voulez. Donc, on a donc cet épisode-là. Est-ce qu'il y a des petits teasings peut-être sur des futurs épisodes, événements à sortir? Là, en ce moment, je lis les 744 pages du Mauvigné, donc je suis un peu... je galère. Mais voilà, ça sera le prochain épisode. Et si tout va bien, je reçois aujourd'hui le livre de Léna Situation, son deuxième livre, qui est aussi du développement personnel. Donc, ça sera développement personnel et influence. Donc, j'ai trop hâte parce que à nouveau, extrêmement curieuse de ce qu'elle a à nous dire. Et puis, thème très intéressant, quelque chose qui est très lu aussi, en tout cas très acheté, et qui pourrait intéresser pas mal de monde, je pense, en tout cas. C'est clair. Et on est pile à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup, Léa, d'être venue. Merci pour ton invitation. Merci à toi. Vous retrouvez évidemment cette vidéo sur YouTube dans 24 à 48 heures, je pense que ce sera mis, avec ce nouveau générique flambant neuf. Nous, on se retrouve après une petite pause, comme d'habitude, de 5 minutes maximum, juste le temps d'aller me faire un café, pour la revue de presse, avec une tartinade d'actualité. Et je vous dis à tout à l'heure. Et merci encore à toi, Léa, d'être venue. Allez, petite pause et on se retrouve tout de suite après.